Jean-Bernard Fourtillon, bonjour. Je suis très heureux de te retrouver 40 ans après les travaux que nous avons faits ensemble. Moi de même. Tu viens de faire une découverte fondamentale sur le système veille-sommeil. Explique-nous un peu tout ça. Eh bien, en 1994, cela fait déjà 21 ans, j'ai découvert la valentonine, l'hormone du sommeil, la véritable hormone du sommeil, dans des conditions tout à fait particulières. Cette hormone est sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, entre 22h le soir et 6h du matin. Elle est sécrétée en même temps que deux autres hormones par la glande pinéale, la mélatonine, qui est une hormone protectrice des neurones. On pensait, à tort, que c'était l'hormone du sommeil. Donc il protège le neurone. Qui protège les neurones. Et une troisième hormone, qui est le 6-méthoxyharmalon, découvert par Mac-Isaac en 1961, et qui est l'hormone de la veille. Cette hormone a des propriétés pharmacologiques psychostimulantes de forte intensité, puisque c'est du même niveau que le LSD, qui est un psychostimulant extrêmement puissant. Ces trois hormones constituent le système veille-sommeil qui assure la régulation de l'organisme en ce qui concerne les vies psychiques et végétatives de l'organisme. C'est une véritable bombe scientifique que cette découverte. Eh bien, effectivement, ce système veille-sommeil, qui comprend trois hormones sécrétées par la glande pinéale, c'est la fonction endocrine de la glande pinéale, et elle permet de considérer cette glande endocrine comme le primat des glandes. La découverte du système veille-sommeil donc permet d'expliquer les mécanismes des affections neurologiques, et elle débouche tout naturellement sur le traitement de ces affections. On peut dire que jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas ces mécanismes, donc quand on ne connaît pas les mécanismes d'affection, il est difficile de trouver les médicaments adaptés. Et on peut dire qu'on traitait jusqu'à ce jour des maladies dont on ne connaissait pas les mécanismes, avec des médicaments dont on ne connaissait pas les modes d'action, des trouvailles. Les benzodiazépines. Par exemple, mais aussi les hypnotiques, en particulier. D'ailleurs, elles sont utilisées comme hypnotiques, les benzodiazépines, et apparentées, telles que le zolpidem, le Stinox, l'azopiclone, l'Imovane. Et quand on sort de ces médicaments, on est dans le sirop, quoi. Oui, en particulier pour les benzodiazépines apparentées, qui donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas réparateur et qui est amnésiant, avec énormément d'effets secondaires indésirables, rédhibitoires, effets dits paradoxaux, parce qu'on ne sait pas les expliquer. Alors finalement, c'est à Poitiers, dans ton laboratoire de recherche, que tu as découvert cette hormone, la valentonine. D'où vient cette découverte? Comment tu es arrivé à trouver cela qui va être une révolution? Je crois que pour faire cette découverte, il fallait plusieurs conditions. D'abord, il fallait une première étincelle, une révélation, et simultanément, il fallait avoir des connaissances dans des domaines aussi variés que la chimie. Je suis ingénieur chimiste de formation. Des sciences pharmaceutiques, je suis pharmacien. Il fallait avoir des connaissances en physiologie, en biochimie, en chimie du médicament, ce qu'on appelle la chimie thérapeutique. Et je suis professeur de chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Poitiers. En pharmacocinétique, en bioanalyse. J'avais créé un laboratoire de bioanalyse privé dans mon centre de recherche CEMAF. Donc un médecin ne pouvait pas trouver tout ça, c'est pas possible. Non. Et en recherche clinique, je disposais d'une clinique de 24 lits avec des médecins, des infirmières, etc. Donc j'avais tous les ingrédients et toutes les connaissances qui me permettaient, après une étincelle, d'aller au bout de la découverte. Je comprends. Et de passer d'une première découverte que j'ai faite en quelques secondes de la valentonine à la compréhension et à la définition du système veille-sommeil qui comprend trois hormones. Au début des années 90, de nombreux chercheurs s'intéressaient à la mélatonine. Cette hormone est sécrétée par le glande pinéale, comme l'a démontré Lerner en 1958, et elle est sécrétée pendant la nuit. La lumière bloque sa sécrétion, et il était tout naturel de penser que la mélatonine était l'hormone du sommeil. Je me suis intéressé, moi, en tant que centre de recherche privé, à sa méthode de dosage, car cette hormone est très faiblement
concentrées, les sécrétions sont très faibles, de l'ordre de quelques microgrammes, et les concentrations dans le sang circulant sont de l'ordre de quelques picogrammes, voire quelques dizaines de picogrammes. Donc il faut arriver à doser ça, quoi. Voilà, un picogramme, je rappellerai que c'est 1 milliardième de milligramme par millilitre de plasma. Dans notre centre de recherche CEMAF, nous sommes leader mondial dans les techniques d'analyse de couplage de la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse. Nous avons développé une technique qui est actuellement encore le record du monde en matière de sensibilité en bioanalyse. Au fond, cette hormone est fabriquée par la glande pinéale que nous avons, qui est au centre du cerveau. Elle n'est pas très loin, on l'appelle aussi épiphyse, et Descartes disait que c'était le centre de l'âme, mais régulation, veille-sommeil, tout ça est passionnant. Au fond, on trouve une véritable fonction à cette glande. Alors cette glande, comme on va le voir, c'est finalement le primat des glandes, parce que à 22h le soir, on peut dire que tout part de là. La régulation de l'organisme pendant 24 heures démarre à 22h le soir. Et la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale, c'est-à-dire le système veille-sommeil, donc s'arrête à 6h du matin, elle dure 8 heures, et à 6h du matin, on peut dire que la glande pinéale a fini son boulot. Et on peut la voir dans le cerveau ? Alors, on peut la voir dans le cerveau. C'est une petite glande donc endocrine qui est située à l'arrière du thalamus. Elle est proche, d'ailleurs, la glande endocrine la plus proche est l'hypophyse. L'hypophyse, oui, devant. Voilà, qui est située à l'avant de l'hypothalamus. Voilà. Et on remarquera la proximité de la glande pinéale avec les yeux et avec la rétine, dont les cellules perçoivent la lumière. Voilà. Et on va voir que finalement, c'est au terme d'une transduction photo-neuro-endocrine, c'est ça, qui fait intervenir les noyaux suprachiasmatiques qui sont juste au-dessus du chiasme optique, ici. C'est ça, oui. Donc, c'est la véritable horloge biologique de l'organisme, le noyau suprachiasmatique. Elle rythme la vie de l'organisme pendant 24 heures en fonction du mode de vie et de l'environnement. Et le rythme imposé va être traduit ou converti par la glande pinéale en message hormonal endocrinien via la sécrétion de 3 hormones. C'est ce qu'on appelle la transduction photo-neuro-endocrine. C'est-à-dire, je ferme les yeux, c'est la nuit, je n'ai plus de lumière, je vais fabriquer cette valentonine, et en même temps, je m'aperçois qu'elle est très proche de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Tout ça se relie avec le système limbique, au fond. Hein. Oui, mais si on ferme les yeux, si tu fermes les yeux maintenant, tu ne vas pas avoir de sécrétion de la mélatonine. Oui. En fait, les sécrétions donc, sont effectuées par la glande pinéale. On a pensé longtemps que la mélatonine pouvait influencer les rythmes biologiques. C'est totalement faux. Totalement faux, oui. La sécrétion de mélatonine et des 2 autres hormones, puisqu'elles sont toutes sécrétées simultanément, commence toujours à 22 heures. Il faut qu'il n'y ait pas de lumière, parce que la lumière bloque la sécrétion. Oui, c'est ça. Et elle dure 8 heures, quelle que soit la saison. Donc mon infirmière qui fait la nuit, qui bosse pendant la nuit avec l'éclairage nocturne, elle bloque sa valentonine et elle va la faire sécréter plutôt quand elle va se coucher le matin, je dirais, en fermant les yeux, quoi. Le noyau suprachiasmatique va adapter le rythme au mode de vie de l'infirmière. Voilà. Et effectivement, mais il va falloir un certain temps. Bien sûr. Parce que quand on a un décalage horaire, elle le dit elle-même, on peut récupérer 1 heure et 1 heure et demie par jour. Hein. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pensé longtemps que, comme l'hiver, les nuits étaient plus longues, eh bien, on pensait que la sécrétion de mélatonine était plus longue. Alors, on a dit les dépressions saisonnières sont dues à la plus longue sécrétion, à la quantité de mélatonine sécrétée plus longue, donc plus importante, alors qu'en réalité, c'est toujours, on l'a démontré, nous l'avons démontré en faisant des études au mois d'octobre, la sécrétion, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la saison, a toujours lieu
entre 22h et 6h du matin pour des gens qui ont une vie normale. C'est ça. Pas pour les infirmières. Bien sûr, quand bien sûr. elles sont décalées, Oui, quand oui, elles oui, travaillent elles sont la décalées, nuit. oui. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est dans une zone de notre cerveau qui est assez profonde, donc très protégée. Très protégée. Ça veut dire que si on prend un coup sur la tête, on ne risque pas d'abîmer des glandes aussi importantes que la glande pinéale et même l'hypophyse. Et la glande pinéale, au fond, elle est au-dessus de l'hypophyse. C'est elle qui va réguler tout ça. Tu as dit que les 3 hormones étaient sécrétées simultanément. Simultanément. Ça veut dire ensemble, c'est pas l'une après l'autre. Simultanément, voilà ce qui se passe entre 22h et 6h, selon leur action Ah ben voilà les en 3. chaîne. Oui, c'est ça. Les 3 sont sécrétés. Oui, oui. Alors pendant 8 heures, pour des gens qui ont une vie normale, hein, Oui, bien si sûr. on est boulanger, on va se coucher plus tard, et infirmière, etc. Si on se décale aussi, ça va se décaler, il va falloir 8 jours pour recadrer. Hein. Et on voit ici la sécrétion de mélatonine, la sécrétion de valentonine et la sécrétion de syntoxiamalor. On voit que c'est beaucoup plus faible ici, mais pour des raisons cinétiques, au niveau des récepteurs, c'est du même ordre de grandeur. D'accord. Et la nature est bien faite, car les propriétés pharmacocinétiques de ces 2 hormones sont telles qu'elles sont produites en même temps. Celle-ci a une demi-vie très courte et un volume de distribution 10 fois plus élevé que la mélatonine, mais celle-ci a une vie beaucoup plus longue, ici 38 minutes, ici pour le syntoxiamalor 2h30. D'accord. C'est une règle pharmacocinétique. L'atteinte du plateau est une fonction du nombre de demi-vies. Après, en 30 minutes, on monte très vite au plateau avec cette perfusion. Les concentrations sont en plateau lorsque la vitesse de sécrétion est égale à la vitesse d'élimination. Les entrées sont égales aux sorties. Et quand on a une vie courte, on arrive vite au plateau. Le syntoxiamalor a une vie beaucoup plus longue, donc on n'est même pas au plateau à 6 h du matin quand la sécrétion s'arrête. Mais quand la sécrétion s'arrête, la valentonine a une élimination très rapide et en quelques minutes, le syntoxiamalor passe devant. Et il éveille les gens, il maintient la veille jusqu'à 22h le soir. Et le cycle est bouclé. Et ça recommence. Il me semble qu'on donnait de la mélatonine aux pilotes de ligne et aux hôtesses de l'air quand elles traversaient des méridiens. Est-ce que c'était pour les aider à dormir, puisque la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, mais une hormone qui protège les neurones de l'oxydation? Effectivement, on a pensé jusqu'à maintenant qu'on ne connaissait qu'une hormone sécrétée par la glande pinéale, on ne connaissait pas le système, on a pensé que la mélatonine était à l'origine, était responsable des rythmes biologiques. Alors qu'en réalité, ce sont les noyaux suprachiasmatiques qui sont la véritable horloge biologique de l'organisme. La mélatonine n'est que l'aiguille de l'horloge. Ah, c'est pas mal, l'aiguille de l'horloge. Et comme on pensait que la mélatonine, à tort, réglait les rythmes biologiques, on avait dit qu'on pouvait régler, en prenant la mélatonine, les problèmes de décalage horaire, le jet lag, C'est ça. dont on est victime au cours des vols intercontinentaux. Voilà. En réalité, donc, la mélatonine n'a aucun effet et n'a aucun intérêt. Je crois que les gens ont abandonné maintenant, on ne prend plus de mélatonine, et les pilotes de l'air ainsi que les hôtesses de l'air ne prennent plus de mélatonine. Ok. Ainsi, Jean-Bernard, la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, elle protège le neurone de son oxydation, du risque d'être abîmé, et c'est cela qui est l'erreur au fond. Elle n'est pas l'hormone du sommeil, c'est après qu'il faut voir. Alors, il est logique de penser que la mélatonine, c'est ce que tu as dit, est le plus grand protecteur, le plus grand antioxydant. C'est logique puisque ce qui est le plus important dans mon corps sont mes neurones quand même. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de bien montrer que la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, mais c'est une hormone qui protège mes neurones pendant que je vais m'endormir avec la valentonine. Voilà. C'est génial. Ça veut dire que quand le pilote prend cette mélatonine en disant je vais dormir au retour, il dormira pas mieux au retour, mais quand même il a un peu protégé ses neurones. Voilà, c'est le seul intérêt. Donc ça ne peut être que bénéfique de prendre la mélatonine. Tout à fait, tout à fait. Et alors, la mélatonine, si on doit la prendre, à quelle heure faut-il la prendre pour qu'elle soit utile? Eh bien, la mélatonine, d'abord, si on la prend, on peut la prendre par voie orale. Elle a une très mauvaise biodisponibilité. Nous l'avons étudié.
seulement 10% des doses administrées sont biodisponibles et pénètrent dans la circulation sanguine, donc peuvent jouer un rôle. Sur celles qu'on prend, il n'y a que 10% qui vont protéger les neurones. 90% ne sont pas absorbés. D'accord. Parce qu'il y a un effet de premier passage hépatique. Le médicament, lors de son premier passage dans le foie, avant d'arriver dans la circulation sanguine, est métabolisé rapidement. D'accord. C'est ce qu'on appelle un first pass effect. Et ensuite, mais elle est quand même administrée par voie orale. Donc si on veut avoir des concentrations suffisantes dans l'organisme, il faut en prendre suffisamment pour avoir une protection pendant la nuit. Puisque finalement, son rôle de neuroprotecteur, elle va le jouer la nuit, pendant sa période de sécrétion. Parce qu'à partir de 6 heures du matin, elle a une nuit très courte et en quelques minutes, elle est éliminée. Donc il faudra la prendre le soir au coucher. Moi, je conseille de prendre une dose de 3 mg. C'est amplement suffisant, mais il ne faut pas penser que dès qu'on la prend, toutes les 38 minutes, on divise la concentration par 2. Oui, donc, si on veut parler, alors qu'elle est sécrétée pendant 8 heures, en perfusion constante, quand vous la donnez en pic, après, elle chute et elle s'élimine. Donc, il va falloir protéger les neurones pendant toute la durée de la nuit, comme le fait la glande pinéale. C'est-à-dire que pendant la nuit, nos dossiers de la journée se mettent gentiment en place parce que la mélatonine protège nos neurones. Donc on la prendrait vers 10-11 heures du soir avec une dose assez importante puisque seulement 10% passent la barrière intestinale pour avoir son action. Voilà. Donc la mélatonine, il faut la prendre le soir au coucher, une dose orale de 3 mg et en particulier chez des personnes qui ont un hypofonctionnement de la glande pinéale, donc qui ont un système veille-sommeil faible, pour assurer la protection de leurs neurones. C'est pas pour les pilotes? Non. Ça peut jouer, ça peut pas être mauvais, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, c'est ça. Mais alors c'est une révolution endocrino, petit trait logique. Tout à fait. Oui. Au fond, avec au sommet la glande pinéale, puis l'hypophyse, puis les testicules, les ovaires, les surrénales, etc. Moi, je crois que l'organisme est extrêmement complexe, mais on ne peut pas assurer, le jour et la nuit, nous sommes totalement différents, on ne peut pas assurer une régulation de l'organisme si on n'a pas un système régulateur au départ. Et tout part de ce système. À 22 heures, tout démarre. Tu pénètres le mystère de l'humain, parce que c'était mystérieux jusqu'à présent. Ça, c'est assez fabuleux, quoi. Et ça, c'est vraiment une des merveilles de la création, ce système veille-sommeil. Quand on étudie les mécanismes pharmacocinétiques, toutes les conditions qu'il faut, il faut que tout soit concordant. Et alors, chez le renard, par exemple, qui, lui, bosse la nuit et dort le jour, est-ce qu'on va trouver une inversion du cycle? Eh bien, alors, chez le renard et tous les animaux à sommeil diurne, comme les prédateurs, bien sûr, les lions, les chats même, ils ont toujours une sécrétion de la mélatonine et du système des 3 hormones entre 22h et 6h du matin, mais il y a une inversion des pharmacocinétiques, de telle sorte que la nuit, on a une prévalence du syndrome d'Oxyr-Malan, et le jour, on a une prévalence de l'hormone du sommeil. Et alors, on peut imaginer la synthèse de la valentonine pour pouvoir donner ça à des patients dans un avenir assez proche? C'est très facile à synthétiser, et quand ce sera un médicament, ce sera un médicament de très bon marché. Oui. Voilà. À ce sujet, bien sûr, nous avons synthétisé, quand j'ai découvert la valentonine, tout de suite, je savais que j'avais l'hormone du sommeil, on a vérifié, on l'a synthétisé très facilement, en quelques jours, avec des amis chimistes. On l'a fait tester et on a démontré effectivement qu'elle donnait du sommeil physiologique, alors que les autres produits hypnotiques sur le marché, tels que les benzodiazépines et les médicaments apparentés, Zolpidem, Stinox, etc., donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas du tout réparateur. Dont on sort fatigué. Et qui donne de l'amnésie. Les malades que nous opérons. Donne de l'amnésie, oui, car on va voir que quand on fait de l'électroencéphalographie, on s'aperçoit qu'avec ces composés, les benzodiazépiniques en général, on effondre le sommeil paradoxal. Et c'est le sommeil de la mémoire. C'est ça, oui. Voilà. Et le sommeil physiologique, il y a beaucoup de sommeil profond, lent, qui est un sommeil réparateur, alors qu'avec les benzodiazépines et apparentés, on a en majorité du sommeil léger, non réparateur. C'est un sommeil imposé par la drogue, au fond. D'ailleurs, quand on est anesthésié, au réveil d'anesthésie, on est fatigué. On est dans le sirop, oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on a souvent oublié ce qui s'était passé avant. Oui, oui, exactement. Oui. Au fond, quelle différence fais-tu entre l'éveil et la veille?
L'éveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. L'état de sommeil survient quand la vigilance tombe en dessous d'un certain niveau que l'on peut qualifier de barrière du sommeil. C'est ça. Le passage de l'état de veille à l'état de sommeil. Et l'éveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Ces deux périodes, au cours de ces deux périodes, on peut penser que c'est la prévalence, lorsque la valentonine est prévalente dans l'organisme, la nuit, prévalente parce que ses concentrations sont supérieures à celles de l'hormone de la veille. Normalement, cette hormone permet de maintenir la vigilance en dessous de la barrière du sommeil en fin de nuit, en fin de sécrétion, à 6 heures du matin. Eh bien, les concentrations de synthioxyrmalan deviennent rapidement supérieures. On a une prévalence du synthioxyrmalan qui augmente le niveau de la vigilance. Et on passe du sommeil à la veille. D'accord. Et ceci jusqu'à 22 heures le soir. Donc le point clé, c'est la barrière du sommeil. Voilà. C'est clair. Mais on remarquera que dès que 6 heures du matin, on a beaucoup d'hormones de la veille, mais le soir, on n'a presque plus. Oui, après, on est fatigué. Oui. On n'a plus de tonus. On a besoin de dormir. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand on ne dort pas, bien sûr, on restaure pas, on répare pas l'organisme, mais quand on ne dort pas, on fabrique pas non plus l'hormone de la veille. Oui, 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 oui. Et le jour, on est encore plus fatigué que normalement. C'est ça, oui. Parce qu'on n'a pas fabriqué la nuit précédente l'hormone de la veille. Donc le sommeil réparateur, ce sont vraiment deux mots qui vont ensemble. Tout à fait. Sommeil physiologique et réparateur. Absolument. Au fond, beaucoup de médicaments des psychiatres vont tomber à l'eau avec cette découverte. Et donc les benzodiazépines, les somnifères, les anxiolytiques, et les antidépresseurs, tout ça va beaucoup bouger. Voilà. Alors, ce qui va le plus bouger, à mon avis, ce sont les benzodiazépines qui sont utilisés en tant qu'anxiolytiques et en tant qu'hypnotiques. Je pense que quand on sait que les benzodiazépines ont été découvertes par hasard, à la suite d'une fausse réaction dans la chimie des colorants dérivés de la quinazoline qui a conduit, par hasard, par une fausse réaction, au Librium. Et on l'a essayé par conscience professionnelle chez le rat, il a manifesté des propriétés anxiolytiques. À la suite de ça, il y a eu tout le développement de benzodiazépines, le diazépam, et ensuite, pour des raisons de protection de brevets, des contournements de structures chimiques, on a découvert des apparentés, tels que le zolpidem. Le Stinox est actuellement le leader dans les hypnotiques proprement dit. Mais on n'utilise pas que le Stinox, qui est mis sur le marché en tant qu'hypnotique, mais on utilise souvent le Lexomil, tous ces produits, toutes ces benzodiazépines chez les insomniaques. En réalité, ces produits donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas du tout réparateur, qui fatigue l'organisme et qui a des effets amnésiants. On perd la mémoire. Des manifestations d'amnésie antérograde, la mémoire, la perte de mémoire des événements récents. Et ces médicaments, finalement, font plus de mal que de bien. À mon avis, on devrait les retirer, peut-être les garder en anesthésiologie, mais en pré-anesthésie, mais les retirer. Au fond, on voit dans la clinique beaucoup de patients qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes neurologiques, qui vont chez le psychologue, chez le psychiatre, et il va falloir leur proposer quelque chose. Alors, sous quelle forme? Ce sera en comprimé, ce sera en patch. Comment peut-on imaginer le traitement de demain qui va régulariser ce système de la veille et du sommeil? Ce qu'on envisage, c'est un traitement hormonal substitutif dans les dysfonctionnements du système veille-sommeil. Ces dysfonctionnements, ça peut être soit un déficit quantitatif des 3 hormones, oui, de la cascade en fait, et dans ces conditions, il faudra administrer les hormones et la mélatonine. Alors on pourra prendre la mélatonine par voie orale, mais les hormones, on ne peut pas les prendre par voie orale. Elles vont être détruites par le tube digestif. Alors on aurait pu associer au synthioxyrmalan, qui peut être absorbé par voie orale, un valentonergique de synthèse, oui, une des 569 molécules que j'ai synthétisées et qui sont administrées par voie orale,
mais malheureusement, elles ont des propriétés pharmacocinétiques qui ne correspondent pas du tout, qui ne se prêtent pas du tout à une association avec le système toxirmalan, afin que, pour réguler de façon harmonieuse le cycle veille-sommeil, pour les vies psychiques et végétatives, et pour assurer les prévalences à des heures précises, entre 22h et 6h du matin, et entre 6h et 22h le soir, l'alternance des deux hormones, la prévalence des deux hormones, eh bien, on est obligé d'administrer l'association valentonine et cytotoxirmalan. Pourquoi aussi administrer l'association? Parce que quand on a un trouble du sommeil dû à un déficit de la valentonine, oui, on a forcément un déficit de la mélatonine et un déficit de l'autre, de 3 membres de la cascade. Des trois, oui. Donc, il faut administrer, pour assurer une régulation harmonieuse de l'organisme, pendant 24 heures, il faut administrer l'association. Comme on est obligé, pour des raisons cinétiques, d'associer la valentonine au cytotoxirmalan et qu'elle n'est pas administrable par voie orale, on va donner le produit en patch. Et il existe aujourd'hui des patchs à 2 réservoirs. On va donner, effectivement, les 2 hormones dans des proportions de 4 pour 1, avec 4 fois plus de valentonine que de cytotoxirmalan, pour assurer les prévalences, comme ça doit être dans l'organisme. On cherche à régler le sommeil, voilà. C'est logique. Et on administrera, dans les cas de déficit du fonctionnement, de la fonction endocrine, glande pinéale, la plupart des maladies, les troubles du sommeil, dépression nerveuse, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc., on administrera le patch le soir au coucher, en se couchant, et on le sortira le matin au réveil. D'ailleurs, ceci dit, pour le décalage horaire, ça sera très bien. On arrivera dans un pays où on est décalé, on veut dormir, on se met le patch, et on le sort au matin. On ne souffrira pas du tout du décalage horaire. Voilà. Pour les maladies comme les psychoses, où on a un excès de mélatonine et un excès du système veille-sommeil, au point de vue quantitatif, évidemment, on ne peut pas arrêter, freiner la sécrétion de mélatonine. Alors, ces sujets dorment très bien la nuit. Oui. Ils dorment très bien parce qu'ils ont beaucoup d'hormones du sommeil. Mais le matin, quand ils se réveillent, quand la valentonine s'élimine, ils sont hors normes en taux. Ils ont des hallucinations, etc. Jusqu'à maintenant, on les matraquait, finalement, avec les neuroleptiques. Et parce que les neuroleptiques, ça a des actions antidopaminergiques, oui, non spécifiques. Parce que nous, ces hormones ont des actions spécifiques sur des récepteurs donnés, mais pas sur les autres. Et ensuite, ces hormones, on les donnera la nuit pendant 24 heures, au moment où la glande pinéale fonctionne, c'est-à-dire pendant 8 heures. De 6 heures du matin à 22 heures le soir, la glande pinéale, c'est terminé, elle a fait son travail, elle le recommence à 22 heures. Oui, oui. Donc c'est bien un traitement hormonal substitutif, dans la mesure où la glande pinéale fonctionne insuffisamment chez certaines personnes. C'est comme si on plaçait en patch une glande pinéale. Tout à fait. Et dans le cas des psychoses, comme on ne peut pas, évidemment, diminuer le système, eh bien, il y a trop de valentonine. On dort, c'est pas gênant, mais il y a trop de 6H. On va administrer un patch à un seul réservoir chargé en valentonine. Cette valentonine déplaçant sur la base d'une compétition du récepteur l'excès de 6H sur le récepteur. Et on va les rendre normaux. Je comprends. Sans le moindre effet secondaire. On espère. Donc on tient le traitement de pathologies neuropsychiatriques importantes. Je pense que ça va changer la vie des malades psychotiques. Au fond, Jean-Bernard Fourtillon, cette découverte va modifier d'une manière extrêmement importante notre vision de toutes ces pathologies neurologiques, neuropsychiatriques, qui touchent le problème du sommeil, qui touchent le problème du Parkinson, les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, et même certaines pathologies que nous pouvons avoir dans le cadre de notre système végétatif qui ne va pas bien, avec la tension artérielle qui monte ou qui descend d'une manière excessive. Et en même temps, on est en train de se rendre compte, par cette découverte qui est une véritable bombe scientifique, que la glande pinéale, c'est le primat des glandes. On disait que l'hypophyse était très importante, mais la glande pinéale est au-dessus. Elle est prioritaire, primat des glandes, j'aime bien cette expression, et ça montre bien que les étudiants en médecine, les médecins, vont pouvoir enfin comprendre le fonctionnement de ces pathologies et proposer aux patients des choses extrêmement simples, un patch
au moment d'aller s'endormir, dans la mesure où il y aura eu une baisse trop importante des troubles du sommeil, etc. Donc c'est vraiment une révolution qui est en train d'arriver grâce à cette découverte à Poitiers, dans un laboratoire de chimie, par un professeur de pharmacie, de chimie analytique, qui est en même temps dans tout le domaine de la pharmacocinétique. Donc, et on comprend pourquoi cette découverte ne pouvait pas être réalisée, je dirais, par un chercheur lambda dans les laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment une révolution, une bombe scientifique qui est absolument extraordinaire et qui nous donne, au fond, une réponse à certains mystères du fonctionnement de l'humain dans cette régulation de sommeil et de l'éveil, et qui vont nous permettre de sauver énormément de gens, jusqu'à peut-être des gens qui sont dans des états dépressifs extrêmement profonds, qui peuvent avoir même des désirs suicidaires. Eh bien tout ça, on va pouvoir le régler d'une manière biologique. Notre horloge du sommeil et de la veille va enfin, parce qu'elle est comprise, être régulée.